Bonjour à tous, bienvenue au 104 et ici au salon Propel by MIPIM. Donc moi je suis Marie-Alia Bessougev, je suis directrice de l'innovation du 104 Paris et je vous présente. Donc moi c'est Cormac Crossan, je travaille chez Schneider Electric et je suis en charge du business développement sur le vertical real estate. Voilà, je suis très content d'être là avec vous. Ouais. Ah, ça fait du bien de parler, d'être sur la scène. C'est mon premier événement depuis le déconfinement, donc voilà, je suis vraiment ravi d'être là. En plus, dans ce lieu très intéressant. Donc peut-être avant d'attaquer le sujet workplace, on peut parler un peu de ça. Oui. Maria, tu veux présenter les lieux ? Oui, je ne sais pas si vous connaissez le 104. Nous, on est un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. On existe depuis plus d'une dizaine d'années. Notre vocation, c'est d'être un lieu ouvert à tous nos publics. Vous le verrez peut-être dans la journée, mais ici se pratique l'art sous toutes ses formes. D'abord dans nos espaces. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces qui sont dédiés au salon, mais vous allez voir peut-être des gens qui vont répéter, qui vont jouer, qui vont chanter, qui vont faire de la musique. Cornac, tu me disais que c'était une de tes passions. La musique, la culture, c'est essentiel, et notamment quand on pense à travailler, mais il y a des personnes qui travaillent, donc non seulement des artistes, puisque chaque année on accueille à peu près 300 compagnies artistiques par an qui répètent, qui travaillent leur spectacle, et en fonction de l'état d'avancement de leur spectacle, ils vont écrire, ils vont répéter, enfin à différentes phases. Mais on a aussi donc nos collaborateurs, on est 90 aujourd'hui à travailler au 104, mais aussi des entrepreneurs, puisqu'on a un incubateur, 104 Factory, qui est dédié aux industries culturelles et créatives, et ce sont plus de 90 personnes qui travaillent aussi dans nos locaux, dans un lieu de travail atypique, puisqu'on est dans cet espace du 104. On a plein d'activités. Depuis la toute petite enfance, on a une maison des petits qui accueille les enfants dès le plus jeune âge, quelques jours, quelques mois, quelques semaines, jusqu'à 5 ans. On a pas mal d'activités aussi pour les enfants et beaucoup d'activités qui sont tournées autour du tissu associatif des écoles. Donc on est vraiment un lieu hybride où il se passe plein de choses. Je vous en parlerai pendant notre échange. Certainement. Donc juste pour vous expliquer un peu comment va fonctionner la session, le but du jeu, c'est que ce soit interactif. Marie-Alia, tu avais parlé de musique. Il faut imaginer que la session, c'est un jam. Voilà. Donc, chacun apporte une idée et on va riffer là-dessus. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire passer le micro pour des raisons qui sont évidentes, sanitaires. En revanche, vous allez voir en haut, là, vous voyez, c'est marqué « Interagir avec les speakers ». Voilà. Donc, vous pouvez nous poser des questions et ça va arriver sur la tablette ici et on peut répondre à vos questions. Donc, en attendant, moi, j'allais juste aborder le sujet du jour, donc réimaginer les espaces de travail, le futur de l'avenir, enfin, l'avenir du travail après la pandémie. Moi, j'ai la chance dans mon métier d'échanger avec beaucoup de personnes dans beaucoup de pays, des directeurs immobiliers, des promoteurs, enfin des professionnels de l'immobilier en général. Et un des sujets qui un des sujets qui nous paraissait intéressant avec Marie-Alia avant de venir sur scène, c'était cette notion de connexion. Donc, on se disait avec Marie-Alia que finalement, pendant cette période, on n'a jamais été plus connectés et en même temps plus déconnectés. Donc, c'était assez intéressant. Marie-Alia, est-ce que tu veux parler de ça un petit peu ? Oui, je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement, le déconfinement. Je crois que c'est 50% aujourd'hui des salariés qui sont encore en télétravail, notamment dans les grands groupes. Nous, ici, on est aussi en partie en télétravail, mais pour la plupart, on est sur le lieu, puisqu'en fait, tout se passe dans le lieu. Cette connexion, elle est un peu ambivalente, parce qu'à la fois, on est très proche, et on est très loin. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'espace de travail qui sont de l'ordre de l'informel ou de l'opportunité. Nous, ici, avec nos startups, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent parce que les gens se rencontrent, échangent, font des projets, parce qu'on a la chance d'accueillir des acteurs qui viennent de France, mais aussi de l'étranger. Et c'est grâce à ça qu'on a des opportunités. Et le fait d'être éloigné physiquement, d'être présent et de connecter par les moyens et par la technologie, qui est un outil qui est fantastique et qui nous permet de faire beaucoup plus de choses, on se dit que la connexion, elle est essentielle. Moi, je vais venir au travail dans un lieu de travail qui peut être multiple. Ça peut être le lieu où je travaille tous les jours, ça peut être un tiers-lieu, on en parlait, ça peut être aussi un lieu d'attente, on parle souvent de lieu de destination, mais je vais travailler aussi dans la gare ou quand je vais attendre à un moment donné. Donc
comment est-ce que je peux créer des espaces de travail du futur qui vont permettre de se connecter, d'être connecté par le digital, par la technologie, mais aussi par l'humain. Pour moi, c'est une notion qui est extrêmement importante. On a besoin de recréer ces liens, de tisser ces liens. Par exemple, ici au 104, c'est pas parce qu'on habite ou on travaille juste à côté d'artistes et d'entrepreneurs que pour autant les gens se rencontrent. Donc on a l'obligation, la nécessité de travailler ce lien, et c'est d'abord et avant tout le talent des équipes qui sont sur place, qui vont faire les connexions, et le talent des équipes aussi qui vont être en capacité d'accueillir aujourd'hui un événement comme ce salon. Et la semaine dernière, puisqu'ici sur la scène, il y avait Catastrophe, qui était un groupe musical qui a joué une comédie musicale après la pandémie, qui était splendide. Voilà, donc c'est ça, cette plasticité, la connexion, elle est possible, elle est essentielle, elle est nécessaire, on la recherche, puisque ça peut être une partie de notre motivation pour le travail, à moins d'être complètement renfermé sur ce qu'on fait, mais être en connexion avec les autres, je pense que c'est une valeur, une nécessité dans les lieux du futur du travail, de réfléchir cette connexion, bien évidemment avec la technologie, mais aussi comment est-ce qu'on va l'animer, comment on va la faire vivre, comment on va faire en sorte que les gens se rencontrent et continuent à se parler. Tout à fait. Donc, moi, j'allais parler un petit peu juste des attentes preneurs et quelles sont les attentes finalement des occupants qu'on peut déceler maintenant. Beaucoup de sondages qui sortent, beaucoup de recherches chez Harvard, chez PricewaterhouseCoopers, etc. Juste pour vous donner quelques chiffres, donc, si je regarde les derniers sondages en date, il y a 78% des collaborateurs qui sont pour le télétravail. Donc, c'est 44% qui sont pour une journée par semaine et 34% pour plus de 2 jours, plus d'un jour, pardon. Donc, je pense que c'est à peu près clair que le télétravail, c'est là et ce sera toujours une réalité. Selon PricewaterhouseCoopers, c'est 54% des CFO, des DAF, qui ont dit que le télétravail, maintenant, c'est une option obligatoire. Ce sera toujours dans les mœurs, dans les entreprises. Et donc, je pense qu'on est, comment dirais-je, on est en train de s'affronter à un changement séismique dans les espaces de travail, ça c'est clair. En revanche, je pense que une chose qui me paraît à peu près claire, c'est que ce ne sera pas noir ou blanc. Donc, on va être sur un paradigme, une dynamique de choix. Je vais regarder parmi les plus grands locataires dans le monde, les GAFA. Si on regarde ce que disent les PDG de Google, de Microsoft, de Facebook, de Amazon, d'un côté, vous avez Mark Zuckerberg qui, tout de suite après le début de la pandémie, il a dit à partir de maintenant, c'est télétravail pour tout le monde, plus personne n'est obligé de venir au bureau. Et c'était intéressant d'observer que les PDG de Google et de Microsoft ont été beaucoup plus sur la réserve. Ils ont dit oui, on est en train de vivre une expérience inédite et la productivité n'a pas l'air de baisser. Mais c'est comme tu disais, Marie-Alia, il y a d'autres choses que le travail à proprement parler. Il y a les connexions, il y a la collaboration, il y a la création d'idées, l'innovation. Il y a aussi la mobilité dans sa carrière. Donc, au travail, on fait des connexions avec d'autres personnes qui sont en dehors de nos équipes, de nos contacts quotidiens. Et ces connexions qu'on va faire sont extrêmement importantes dans la construction d'une carrière, dans le tissu d'une vie professionnelle. Juste, j'aime bien les statistiques, désolé, je vais vous taper avec les statistiques, mais pendant la pandémie, selon Harvard Business Review, c'est nous les gens qui travaillent dans les bureaux, on a collaboré 40% de plus avec nos collaborateurs proches. Bon, ça me paraît un peu logique, avec tous les Zooms et autres que j'ai fait, je confirme. En revanche, on a collaboré à peu près 10% en moins avec les autres personnes. Donc les autres contacts qu'on a au sein de l'entreprise, on a un peu perdu de vue. Et reste à voir quel sera l'impact de cette perte de vue, cette baisse de collaboration avec nos réseaux un peu plus étendus.
Donc ça, c'était sur la partie connexion et tout ça. Je pensais que, alors malheureusement, on n'a pas de questions. Non, alors on a pour plein de points à aborder. le public, ils connaissent clairement pas le jam. Mais bon, tant pis. Encore une fois, si vous voulez nous poser des questions, c'est marqué en haut là. Ça s'appelle comment ce truc-là? Slido. Slido. Et vous mettez hashtag Propel et vous pouvez nous poser des questions. Donc, je pense qu'on voulait parler un petit peu de cette notion de mutation et de changement. Donc, clairement, il y avait une manière d'imaginer les espaces de travail avant et une manière après. Donc, Maria, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, en fait, souvent, je vais faire la symétrie avec le monde artistique, mais vous allez voir pourquoi. Auparavant, on pensait les résidences d'artistes en disant on va affecter un espace pour une résidence d'artiste et cet espace, il va être toujours le même. Mais quand on travaille, qu'on soit un artiste, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit un agent immobilier, qu'on soit dans le real estate, on n'a pas besoin toujours du même espace en fonction de là où on est dans son étape de travail. Quand je vais être un artiste et que je vais être en phase de création, je vais avoir besoin de me concentrer, je vais avoir besoin d'écrire, de penser, de réfléchir. En fait, on a tous dans nos façons de travailler différents besoins en fonction d'où on en est dans son travail. Quand je vais répéter un spectacle, là, j'aurai besoin d'avoir un espace beaucoup plus grand, je vais avoir besoin d'être isolé, je vais faire du bruit, donc j'aurai pas besoin de la même surface. Donc au 104, ce qu'on met en avant, c'est de se dire on a plein d'espaces capables et possibles. Ces espaces, on peut les transformer, on peut les aménager, et en fonction de chaque équipe, de chaque projet, on va leur attribuer l'espace qui correspond le plus à leurs besoins actuels. Et ça, c'est en mutation permanente. Je vais d'abord écrire mon spectacle, je vais le répéter, je vais le tester, à un moment je vais le montrer au public, donc j'ai besoin d'être sur une scène comme cette salle 400, cette salle où il y a des gradins qui sont réversibles, on peut inventer toute une autre scénographie. Je pense que cette mutation des espaces de travail, elle est nécessaire. C'est de se dire de ne plus construire des espaces complètement figés, mais c'est de réfléchir, et ça demande aussi une agilité à concevoir ces espaces, mais de concevoir des espaces qui sont évolutifs et qui peuvent s'adapter en fonction du type de travail. On a beaucoup parlé des open space, aujourd'hui on est beaucoup au téléphone, en plus quand on a un masque c'est pas évident, mais réfléchir à des espaces qui sont dédiés, confortables pour faire des appels téléphoniques, c'est important, des espaces qui sont confortables pour être en réunion, se réunir et réfléchir, des espaces plus que j'appelle de créativité, mais où on est peut-être dans une posture qui est pas celle où on est assis à un bureau, mais on est peut-être debout, où on est peut-être en mouvement. Souvent ici, les gens ont des idées parce qu'ils sont en train de marcher dans l'espace. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils ont des bureaux, ils sont super leurs bureaux, puis parfois ils sont au milieu du 104, ils sont en train de regarder des gens qui jouent, qui répètent, et ça les inspire beaucoup. Donc je pense que cette notion, on en parlait, mais cette notion de mutation des espaces, de ne pas arrêter une fonctionnalité à un espace, mais de réfléchir des possibles et de se dire que le possible d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le possible de demain et qu'on est encore en train d'imaginer des nouvelles formes de travail. Roger, et je rebondis là-dessus, je suis désolé, mais je ramène ça à une de mes passions, la technologie, forcément. Et je pense que pour sous-tendre et supporter et rendre possible ces mutations, cette flexibilité, la technologie va fatalement jouer un rôle prédominant. Et donc chez Schneider, on essaye d'imaginer justement quelles sont les technologies au sein du bâtiment qui peuvent aider à rendre ça possible dans le milieu du real estate. On a quelques questions ici, donc j'ai vu une question, je vais juste prendre au pif. Une question qu'on a, c'est juste, on nous pose la question, est-ce qu'il va falloir réduire les espaces de bureau ou les réorganiser? Maria, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux parler là-dessus? Réduire, les réorganiser, je pense que, souvent, c'est difficile Je pense que c'est déjà se poser la question sur les usages aujourd'hui.
à quoi servent nos différents espaces et comment est-ce qu'on peut et questionner davantage les besoins de nos usagers. Moi, j'ai fait partie d'un collectif de designers et je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante. Même quand vous faites une exposition ou quand vous faites un salon, par exemple, vous allez toujours vous interroger sur le parcours et les usages. Et je pense que plutôt de questionner est-ce qu'il faut qu'on réduise ou est-ce qu'il faut qu'on adapte, je pense que ce qui est important de se dire, c'est aujourd'hui, au moment où nous sommes, dans ce moment si particulier, quels sont les besoins des personnes qui travaillent avec moi, quelles sont leurs nécessités, comment je vais pouvoir faire en sorte que mon lieu de travail devienne attractif, répondre à leurs besoins. Et je retournerai la question plutôt en disant la priorité, c'est de comprendre ces besoins, de faire des analyses et de se dire comment est-ce que je peux transformer, et je serais plutôt dans la transformation que dans la réduction. Je pense qu'il ne faut pas penser à réduire, mais il faut penser à transformer, à grandir et donner de la valeur en fonction des besoins qui sont identifiés. Et je pense que c'est important de les entendre. Je suis d'accord. Je pense que c'est comme tout moment un peu charnière. On a la possibilité de se poser des vraies questions existentielles sur à quoi servent ces bâtiments. Ce sont des lieux, des lieux qui créent de la productivité. La petite, comment dirais-je, là où nous, je pense qu'on peut aider, c'est dans la compréhension des usages. Aujourd'hui, il y a des technologies qui existent pour mieux comprendre comment les espaces sont utilisés. Je pense typiquement à des systèmes, on appelle ça Internet des objets, donc IoT, qui peuvent nous indiquer quel est le niveau d'occupation d'un espace à un temps pendant la journée, comment ça se corrèle aux conditions environnementale. Donc, est-ce que, par exemple, il y a un espace qui est sous-utilisé? Est-ce que c'est un rapport avec la filtration de l'air, le niveau de CO2, une trop haute température, etc. Donc, on peut commencer à savoir ces choses-là. Et ça peut nous, comment dirais-je, ça peut alimenter les équations, les algorithmes quand on est sur ces cycles décisionnels pour ne pas faire d'erreur. Donc, il se peut, pour répondre à la question directement, il se peut qu'on ait besoin de moins de place. Il se peut également qu'on ait besoin de plus pour respecter la distanciation sociale, pour que les gens aient suffisamment d'espace pour supporter les différents usages. Et moi, je crois fortement, il y a des technologies qui existent aujourd'hui, qui sont faciles à implémenter, avec un ROI de 2 mois. Donc, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui peuvent se payer en l'espace de 2 mois, c'est quand même du jamais vu. Moi qui suis dans la technologie depuis 16 ans. Et donc, je pense qu'il y a forcément c'est une question qui est très intéressante où je pense que la technologie peut jouer un rôle. Marialia, on va souhaiter le bienvenu à notre illustré troisième participant qui est Gilles Betthauser. Gilles, il a eu quelques problèmes de circulation, il me semble. Mais Gilles, on te souhaite le bienvenu. Bienvenue. Et Gilles, il va rejoindre la discussion. Gilles, est-ce que tu as un micro déjà? Okay. Oui, j'ai un micro. Merci. On y va? Oui. Donc Gilles, sur cette question de l'espace de travail, donc on a abordé quelques thèmes, on voulait en aborder d'autres. On a parlé d'abord de la connexion, de l'importance des nouvelles technologies pour justement permettre cette agilité, cette flexibilité des espaces, du lien aussi qu'on va rechercher dans les espaces. On avait aborder cette question de réversibilité des différentes fonctions et usages qui sont aujourd'hui ceux qu'on a imaginés, ceux qui sont aujourd'hui possibles, et peut-être qu'on n'a pas encore anticipé des usages du futur. Sur ces questions-là, peut-être, quelle est votre réaction Alors, peut-être en guise d'introduction, ce que l'on peut dire, c'est que depuis à peu près 6 mois, et si on prend simplement la région parisienne, il y a à peu près 10 millions de mètres carrés qui sont inoccupés. Et ces mètres carrés inoccupés, ils posent évidemment des questions d'ordre économique pour les entreprises. Mais bien au-delà de ça, ce qu'on a pu constater, c'est que les entreprises continuent de travailler. Et le thème central de la réflexion aujourd'hui, c'est comment travailler autrement. Alors cette réflexion de comment travailler autrement, il me semble qu'on peut l'éclairer avec 3 sujets que j'ai choisi de partager avec vous. Aujourd'hui, un sujet qui a trait à l'hybridation, en premier lieu. L'hybridation, elle est partout. Elle concerne l'organisation
des entreprises. On est passé d'une organisation extrêmement intégrée, où l'espace et le temps se combinaient quasiment de manière linéaire, ce qui d'ailleurs s'est traduit par le fait qu'on a cherché, pour optimiser les processus de fonctionnement des entreprises, à regrouper tout le monde sur des grands sites, partant du principe que la transversalité s'exerçait mieux quand on était en dimension collaborative rapprochée. Évidemment, tout ceci se télescope avec un principe de réalité qu'on peut vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espace et le temps dans les entreprises se combinent autrement, et on va vers à la fois un temps qui rentre dans une dimension discontinue et vers un espace qui est à la fois éclaté et composite. Tout ceci se traduit par l'apparition de nouvelles formes d'organisation tertiaire, ou plutôt par une détertiarisation des entreprises, qui est la conséquence logique de ce qui se passe depuis quelques années. Et cette détertiarisation des entreprises, elle se traduit par l'émergence de nouvelles formes d'organisation du travail dans des lieux qui sont différents. Le coworking, le co-living, les tiers-lieux, etc. Tout ceci se combine pour créer une infrastructure en fait, qui accompagne la mutation et l'évolution de l'organisation des entreprises. Jusqu'où va aller cette forme d'hybridation, on ne le sait pas, mais ce qui est certain, c'est que les entreprises qui étaient organisées de manière extrêmement normative, jusque dans un passé récent, sont en train de se projeter à 5 à 10 ans vers des modèles totalement éclatés, où la part du bureau ne concernera peut-être plus que 50 à 60% du dispositif à destination des salariés. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, elle concerne en fait non pas le bureau en tant que tel, mais le rôle du bureau dans sa dimension cachée. On a constaté depuis beaucoup d'années une organisation tertiaire qui a visé à fonctionnaliser les espaces. Ça a été la prolifération d'idées dans le domaine des nouveaux usages, dans le domaine des technologies, dans l'interaction entre la technologie des occupants et celle des bâtiments, des réflexions sur les formes les plus adaptées d'organisation tertiaire pour accompagner le développement des méthodes agiles, etc. En tout état de cause, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la dimension du bureau, elle est essentiellement vécue à travers le thème de l'efficience. On recherche de l'efficacité partout, que ce soit dans l'utilisation des mètres carrés, dans l'intelligence des mètres carrés, dans la capacité à offrir aux collaborateurs le meilleur dispositif tertiaire possible. Tout ceci a été bouleversé depuis quelques mois par une réflexion qui consiste à dire, finalement, qu'est-ce que le télétravail permet de faire ? Au-delà de l'abstraction de l'individu par rapport au lieu, qui est une évidence, ce qu'on constate, c'est que le télétravail a permis de laisser les gens connectés entre eux, mais en même temps qu'il a permis de laisser les gens connectés entre eux, il a également montré ses limites sur le thème de la collaboration, puisque ce qu'on a observé, c'est une désynchronisation des gens entre eux et des gens par rapport à l'entreprise, des gens par rapport même à leur métier. Ce qu'on a constaté aussi dans certains cas, c'est beaucoup d'isolement. On travaille avec une entreprise d'à peu près 10 000 collaborateurs. Ils ont identifié à peu près 1000 cas d'isolement, en tout cas de gens qui relèvent des pathologies de ce type-là. On est sur un thème qui est les risques psychosociaux. Et en fait, la question centrale qui est posée, c'est le rapport de l'individu à l'entreprise à travers le bureau, le rôle du bureau, sa dimension quasiment sacrée. Il est avéré aujourd'hui qu'il se passe dans les bureaux ce qui se passe un peu dans les vestiaires de rugby, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Et là, on va vers une dimension qui est très essentielle, qui n'est non pas la dimension du quoi et du comment. On a répondu à ces deux questions depuis 30 ans. Comment faire en sorte que les bureaux soient plus adaptés au monde du travail ? Comment faire en sorte qu'ils soient de plus en plus efficients ? On n'a pas du tout répondu à la question « qu'est-ce qu'on vient faire au bureau ?» Le bureau devient une destination. Et il devient une destination dans la mesure où se développe l'émergence d'un thème qui est un thème central dans l'entreprise, qui est la primauté de l'intelligence émotionnelle sur l'intelligence rationnelle. Il est évident qu'une organisation de type télétravail permet la déclinaison de tout un tas de tâches et l'optimisation des processus. Donc les entreprises qui sont centrées sur une organisation de type tâches et des processus vivent très très bien l'émergence du télétravail. Toutes les entreprises qui sont basées sur une collaboration beaucoup plus informelle, sur une dimension créative, une dimension où l'innovation est au cœur des processus de fonctionnement, toutes celles-là recherchent
une organisation tertiaire adaptée où le bureau, encore une fois, devient une destination. Ce qu'on recherche, c'est à créer de l'émotion, au sens latin du terme, la mise en mouvement, et on a besoin de créer ces émotions à travers des bureaux repensés, des espaces revisités, où le design, la technologie, les usages sont tout à fait adaptés à quelque chose, encore une fois, qui est de l'ordre de l'alchimie qui se crée entre un collaborateur et une entreprise à travers le lieu bureau. C'est l'esprit des lieux sur lesquels on travaille. Donc, l'articulation entre le télétravail et le travail repensé, la redéfinition du bureau dans une dimension beaucoup plus destination, c'est le cœur de la réflexion de tous les architectes, designers, tous les gens qui conçoivent, des promoteurs, des investisseurs, etc., des bureaux pour projeter l'entreprise de demain dans une acception beaucoup plus large de sa dimension tertiaire. La troisième idée, elle est liée en fait à la perception qu'on peut avoir du suréclairage qu'il y a aujourd'hui sur le monde du bureau. Tout le monde essaie de répondre à la question, finalement, c'est quoi le bureau de demain ? Et en filigrane se profile une autre question, peut-être plus importante, en tout cas beaucoup plus difficile à répondre. Et la réponse n'est pas simple parce que ça nous dépasse complètement, qui est l'évolution même du monde du travail. On cherche à éclairer ce qui se passe dans les bureaux de demain parce qu'on est incapable de répondre à la question centrale qui est liée à l'émergence d'une véritable et profonde mutation qui se profile à travers l'arrivée de l'intelligence artificielle, à travers la destruction massive de tout un tas d'emplois non qualifiés qui vont rendre obsolètes des millions de mètres carrés qui sont occupés aujourd'hui par des gens dont le métier va disparaître, avec l'émergence de tout un tas de nouveaux métiers, de tout un tas de nouvelles activités qui vont nécessiter des infrastructures, des bureaux, des lieux dans lesquels vont s'organiser une vie collective tout à fait différente, dans lesquels vont s'organiser, peut-être de manière tribale, une nouvelle forme d'organisation sociale qui sera peut-être différente de l'entreprise d'aujourd'hui. Tout ceci nécessite de repenser les espaces, mais beaucoup plus largement de repenser le contrat social qui relie les individus entre eux. Le monde du travail va vivre une véritable révolution et à l'évidence, les entreprises ne sont pas du tout préparées à ça. Alors on essaye de se raccrocher à des évidences. L'évidence numéro 1, c'est qu'il faut adapter les nouveaux bureaux, on l'a dit, à une révolution des usages. Il faut s'organiser autrement, il faut vivre autrement le rapport entre l'individu à l'entreprise. Ça nous permet sans doute de projeter ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, mais si on va plus loin, si on va à 20, 30 ans, d'autres questions de fond sont posées, et le thème du bureau est passionnant parce que c'est un thème qui va jalonner l'évolution et la mutation de cette organisation sociale, qui va permettre aussi de positionner l'entreprise, ou plutôt les entreprises, au cœur d'une mutation sociétale sans précédent. On est invités, tous ensemble, à vivre cette révolution, et je crois que ce qu'on a vécu depuis quelques mois n'est finalement que l'émergence d'un mouvement de fond qui va nous bousculer dans nos habitudes et qui va nous questionner dans notre à la fois quotidien au travail, mais aussi quotidien dans la vie de tous les jours. C'est très intéressant, Gilles. J'ai profité pour rebondir sur ton dernier point et aussi faire intervenir le public qui a posé une question sur l'impact du futur des espaces de travail sur l'écologie et l'environnement. Donc, est-ce que tu veux répondre à ça, Marie-Alia ? On en parlait en préparant cette table ronde. Il est évident qu'aujourd'hui, on parle du confort. Accompagner cette mutation, je partage tout à fait les propos de Gilles, sur aujourd'hui, on doit se préparer à penser un lieu sur des métiers qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a peut-être des choses qui sont des formes de permanence. Et finalement, quoi qu'on fasse, on ira toujours manger. Donc la cantine du futur, elle sera peut-être différente, mais je vois ici au 104, on a des entrepreneurs, des startups qui ont des formes de travail qui sont aussi différentes que peuvent être les formes de travail d'une institution culturelle. Cependant, il y a quand même des rituels. Les équipes aiment bien aller dans tel lieu parce qu'ils s'y sentent bien, en confort. Et sur la question de l'écologie et le développement durable, aujourd'hui, pour moi,
c'est un attendu, c'est-à-dire que je dois être dans un lieu qui doit être responsable, qui doit avoir des engagements forts, où je dois avoir l'assurance que le bâtiment a été conçu, si c'est un nouveau lieu, en faisant le moins d'impact possible sur son environnement. Et je pense que c'est tout le bâtiment, au-delà de la consommation d'énergie, mais c'est aussi tout le processus, que ce soit le mode de transport pour accéder au bâtiment, mais tout ça, c'est quelque chose qui fait partie en fait de l'environnement de travail. Et demain, un collaborateur, une collaboratrice, quelqu'un qui va venir dans un lieu, il va avoir des attentes très fortes. Nous, en tant qu'institution culturelle, c'est un vaste chantier qu'on est en train de mener, sur lequel on n'est pas forcément les mieux aiguillés, parce qu'on a des contraintes qui sont liées à celles d'un bâtiment patrimonial. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On aimerait mettre des panneaux solaires, mais c'est pas possible. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire, mais c'est comment petit à petit on transforme nos lieux de travail pour qu'ils répondent aux attentes qui sont des attentes de tout le monde, que ce soit nos salariés, mais aussi nos usagers. Et je pense que cette question du développement durable, elle est essentielle, et il faut absolument l'adresser dans ces lieux du futur du travail. En tout cas, on ne peut pas imaginer que ces lieux ne soient pas des lieux responsables et avec un impact positif sur l'environnement. Et aussi, ça a un impact positif. Vous parliez tout à l'heure des risques psychosociaux. L'isolement, quand on est en télétravail, le rôle et la responsabilité d'une organisation, c'est de mettre en lien, de mettre en relation, de créer ce lien, et de réfléchir aussi à comment est-ce qu'au sein d'une organisation du travail, dans un environnement qui est de plus en plus complexe, il y a quelques mois, c'était au mois de janvier, février, on avait un défilé ici d'une grande designeuse, Marine Serre, qui faisait un défilé dans les écuries, c'est l'espace qui est juste en bas, et ces mannequins avaient porté tous des masques. Et à cette époque-là, je trouvais que ce défilé était extrêmement dur et violent. Et aujourd'hui, alors où on se parle et où je vous vois, vous êtes tous masqués. Donc, faire attention au bien-être des collaborateurs, c'est essentiel. Donc pour moi, cette question de développement durable, elle a une vertu qui est pour la planète, évidemment, mais aussi pour les collaborateurs, parce qu'au final, s'il y a une permanence aussi, je parlais de se nourrir, si les métiers vont changer, vont se transformer, ce qu'on doit cultiver, c'est vraiment les talents. Et comment est-ce qu'on cultive les talents? C'est déjà en les attirant dans nos lieux, en faisant en sorte qu'on leur apporte du confort, mais en leur apportant aussi les capacités à être agiles, à accompagner le changement. Nous, ici, on a eu la chance, par exemple, de proposer récemment une sélection d'œuvres en réalité virtuelle. C'est un peu fou parce qu'on est en période de pandémie et qu'on porte tous des masques, mais on a pu présenter ces œuvres du Festival de la Mostra de Venise, et on a accompagné aussi nos collaborateurs, les accueillants, qui accueillent des usagers qui viennent en général pour voir des expositions, des spectacles, pour faire en sorte que cette expérience soit la mieux possible, la plus sécurisante pour les visionnautes qui ont pu faire ces expériences. Donc je pense que ça aussi c'est important, le développement durable, le développement des compétences des collaborateurs et le bien-être. Très bien. Gilles, est-ce que tu veux rebondir sur l'aspect écologie, développement durable? Les anglo-saxons ont un terme... Tu es anglo-saxon? Je suis anglo-saxon. Okay. J'adore un terme qui est sustain agility, parce qu'en fait, le sujet est composite. Aujourd'hui, on accompagne une entreprise qui a 6000 collaborateurs à Vélizy, et sur ces 6000 collaborateurs qui viennent tous les jours, il y en a, je crois, 5800 qui sont en voiture tous les jours. Le bilan carbone de cette entreprise à l'année est tout à fait catastrophique. Et donc on est en train de projeter un déménagement de cette entreprise et d'envisager que les 5500 places de parking actuelles se transforment demain sur le futur site en 500 places de parking. Le reste, ça sera tout un tas d'autres choses. Ce qui nécessite d'ailleurs de projeter des infrastructures, du transport, évidemment pas simplement du vélo. Et donc il y a des discussions avec... les autorités administratives du site d'arrivée pour créer une infrastructure qui permette de supprimer ces 5000 places de parking et de faire en sorte que les gens viennent demain autrement qu'en voiture. La deuxième idée est assez intéressante. En fait, elle est liée à l'observation qu'on peut faire sur tout ce qui se passe dans les entreprises depuis 6 mois avec le déparasitage de tout ce qui est réunion inutile. Beaucoup d'entreprises travaillent sous une forme d'organisation de réunions physiques systématiques
On accompagne une autre entreprise, 4000 collaborateurs. Les gens passent en moyenne, écoutez bien, 77% de leur temps, quelle que soit leur fonction, dans des réunions physiques. Donc si on arrive à déparasiter le fonctionnement des entreprises, et là c'est un énorme effort managérial, on va faire en sorte de gagner beaucoup de temps. C'est un temps utile pour la planète, puisque c'est un temps où on fait consommer énormément d'énergie pour permettre à des gens de venir d'Amsterdam, Dublin, Buenos Aires, à des réunions qui la plupart du temps sont inutiles. Donc ce déparasitage est essentiel, et quelque part il y a une véritable révolution managériale à opérer pour faire en sorte qu'on puisse responsabiliser les gens, les animer, les faire fonctionner en tant que communauté autrement qu'en les réunissant physiquement. Donc l'interaction entre les réunions présentielles et les réunions distancielles par le truchement des nouvelles technologies est un enjeu clé, mais le véritable enjeu, c'est un enjeu de révolution des processus managériaux dans les entreprises. Ensuite, il y a des choses de l'ordre d'une plus grande complexité. Si on veut faire travailler les gens ensemble, on doit le faire dans des infrastructures tertiaires. Pour ça, on a pensé tout un tas d'évolutions de technologies, que ce soit dans la construction, les matériaux, les technologies, pour permettre tout simplement aux bâtiments d'être beaucoup moins énergivores, quelquefois même d'être vertueux. On accompagne la construction du futur siège d'Engie à la Garenne-Colombes, qui est une opération tout à fait intéressante du point de vue de la projection des technologies constructives, des modes de fonctionnement dans un siège qui sera extrêmement vertueux en termes écologiques et dont les collaborateurs pourront être tout à fait fiers. Pour autant, il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand vous faites travailler ensemble sur un site 5 000 ou 10 000 personnes qui utilisent de manière exponentielle Internet tous les jours, Internet est peut-être la pire chose qui soit arrivée à l'humanité en termes écologiques, puisque quand on voit le développement majeur, massif des data centers et toutes les centrales de refroidissement pour le traitement des données, on arrive à des niveaux de consommation qui sont tout à fait effarants dans le futur, et on ne sait pas tout simplement pas traiter ce problème. Donc Internet n'est certainement pas la panacée et la solution à tous nos problèmes. En fait, le sujet, c'est d'arriver à peut-être tous s'asseoir collectivement ensemble, tous les acteurs du milieu économique, pour, de manière rationnelle, de manière aussi responsable, essayer de se projeter autrement que dans une organisation telle qu'on peut la vivre aujourd'hui, en se disant que finalement le vélo et Internet, c'est la panacée pour régler tous nos problèmes écologiques. Non, pas du tout. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que de nouvelles sources d'énergie sont à disposition. On travaille aujourd'hui sur l'arrivée de l'hydrogène dans les sites, ce qui permettra sans doute de réduire la consommation d'énergie fossile de manière drastique. On travaille vers de nouvelles formes de mobilité. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'a pas que des inconvénients de ce point de vue-là. Elle va permettre sans doute de réduire de manière extrêmement significative les déplacements. Peut-être que demain, on sera dans un monde quasiment virtuel où la réunion sera essentiellement à dimension virtuelle. Peut-être aussi que les nouvelles générations vont nous imposer beaucoup moins de développement, sans doute un bilan carbone individuel qui soit peut-être 10 fois plus performant que celui que tout un chacun peut avoir aujourd'hui. Donc c'est des questions qui sont sur la table. Il n'y a pas une réflexion aujourd'hui de siège social qui n'intègre pas ces dimensions. Tout le monde sait que c'est un facteur d'attractivité des nouveaux talents. Tout le monde sait aussi que c'est une question essentielle pour la planète, et ne pas y répondre, c'est tout simplement criminel. Oui. Bon, je vais juste dire un mot sur la partie développement durable. Je pense que c'est... je rejoins ce que vous avez dit. Si j'écoute Larry Fink, le PDG de BlackRock, il dit que même pendant la pandémie, les actifs qui présentaient la meilleure performance financière, c'était son portefeuille green. Donc je pense qu'il y a aussi, on parlait de réalité économique, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui font que le développement durable, ça va être clé. J'ai entendu une citation, quelqu'un qui disait que la pandémie actuelle, c'est ni plus ni moins qu'une répétition générale pour le changement climatique. Donc c'est aussi, c'est deux challenges importants que doit affronter l'humanité.
Donc je pense que ça va être un des éléments clés dans l'immobilier de demain. Oui, bien sûr, c'est le développement durable, c'est créateur de valeur. On sait tous que des bâtiments qui sont certifiés LEED ou certifiés BREEAM valent plus que les actifs qui ne le sont pas. Au-delà de ça, si je devais juste rajouter quelques éléments, c'est que je pense que les bâtiments de demain et les espaces de travail de demain vont devoir être à la fois plus résilients, plus efficaces, donc plus efficients, on va dire. Donc, on va devoir faire plus avec les mêmes, allez, je vais dire ingrédients, faute de meilleurs mots en français, excusez-moi, bon, français approximatif. Et je pense que les bâtiments, on va devoir vraiment, réellement, mettre les personnes au centre de la conception de ces espaces. Chose qu'on n'a pas, je pense, qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là. Donc la stratégie de Schneider, enfin de mon entreprise, dès maintenant, c'est comment est-ce qu'on rend les bâtiments plus performants sur ces aspects-là. On a encore des questions. On va essayer de répondre peut-être à une dernière question et puis on va laisser partir tout le monde. Juste une question un peu provocatrice. Va-t-on encore construire des tours où il y aura 10 000 personnes post-Covid? Marie-Alia, des tours de 10 000 personnes? Oui, non. Et après, Gilles. En tant que grande spécialiste de la construction de tours de 10 000 personnes, j'ai aucune idée sur comment on va construire des tours. Donc je passe. Je ne réponds pas, j'en sais rien. Non, j'aimerais qu'on réfléchisse à comment est-ce que ces tours qui existent, peut-être qu'on disait que ces tours ne sont pas occupées justement par le travail. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que dans ces surfaces qui sont pas occupées, à côté de ça, on a des acteurs aussi qui font partie de nos écosystèmes, des acteurs par exemple de l'économie sociale ou solidaire, des acteurs de la culture, qui ont besoin de lieux aussi, de lieux de répétition, de lieux. Comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'imaginer que dans ces bâtiments qui ont plutôt une vocation économique et commerciale, on pourrait intégrer davantage d'autres usages et permettre à ces acteurs-là d'intervenir. Donc moi, ce que j'imaginerais, c'est que c'est dans ces tours peut-être qui sont sous-utilisés, comment on réfléchit à donner accès à d'autres acteurs. Je crois qu'il y a dans le monde récemment une pétition d'acteurs justement qui souhaitaient avoir un peu plus d'accès à ce parc immobilier très, très vaste, parce que je pense que des idées, des projets, il y en a beaucoup, et maintenant qu'on a des espaces, les possibles sont nombreux. Gilles, tour de 10 000 mètres, personne. Je pense que la tour véhicule une image qui est sans doute surannée, qui est l'image de l'affirmation d'une identité forte. La tour, c'est l'affirmation du leadership d'une entreprise, de sa marque, de sa puissance. Et des entreprises qui étaient très intégrées et qui affirmaient cette notion de puissance à travers leur taille, aimaient bien imager cette puissance à travers les tours qu'elles occupaient et qu'elles signalé. Donc la tour dans sa dimension symbolique, je pense que c'est sans doute game over, en tout cas pour un moment. Après, il y a la tour dans sa dimension fonctionnelle. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire, puisque quand on oppose la tour verticale au campus horizontal, il n'y a pas besoin on fait de grandes études pour comprendre que l'emprise foncière n'est pas du tout la même. Donc quand vous voulez faire travailler 5 000 ou 10 000 collaborateurs au même endroit, la question centrale étant posée, est-ce qu'on a encore envie de les faire travailler au même endroit? Et il y a sans doute dans les grandes villes peu de chances de trouver une autre solution qu'une tour quelque part. Parce que la tour, par définition, en termes d'efficience, pour reprendre ce thème, c'est de loin l'objet immobilier le plus adapté. Donc oui, évidemment, par pragmatisme, par souci d'efficacité, il va encore se construire des tours. Il n'y a qu'à regarder tous les projets qui sont encore dans les chantiers et qui, d'ailleurs, par parenthèse, vont être réalisés. Je vous invite à regarder ce qui va se passer encore du côté de la Défense avec le développement du siège de Total, avec la construction des tours Sisters d'Unibail, avec tout un tas de projets qui vont incarner peut-être une nouvelle façon de penser les tours. Les tours, c'est aussi une révolution des usages. Pour ceux qui ont visité les dernières tours construites, on peut se projeter dans une tour de manière très sympathique, avoir une qualité de vie au travail qui se rapproche petitement de ce qu'on peut trouver dans des immeubles horizontaux côte du travail assez classiques ou des campus,
En tout état de cause, la tour, elle permet, dans certains cas, de répondre à une question majeure qui est la centralité. Parce que tout le monde rêve du campus à l'anglo-saxonne, très sympa. Pour ceux qui ont visité la Silicon Valley, on a des objets merveilleux, mais tous ces objets-là sont extrêmement éloignés du centre-ville. Et donc, c'est contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on a raconté précédemment. La tour, finalement, c'est sans doute, dans certains cas, une réponse adaptée à des problèmes écologiques et urbains majeurs, parce qu'aller se délocaliser à 30 km du centre urbain sans moyen de locomotion autre que la voiture, ça démontre qu'un campus est sans doute, si on prend le Challenger, campus de Bouygues, il est sans doute beaucoup moins performant en termes écologiques que ne peut l'être n'importe quelle tour à la Défense. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Cette question, elle a déjà été posée il y a 10 ans. Il y a plein de gens qui ont prédit et promis la disparition des tours. Il ne s'est jamais construit autant de tours dans le monde qu'aujourd'hui. Mais à l'évidence, c'est d'autres types de tours pour répondre à d'autres types d'organisations. Tant qu'on n'a pas répondu de manière fondamentale à l'évolution du travail, demain, on continuera de construire des tours dans les grandes métropoles urbaines, européennes et dans le monde. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Je remercie le public. On a dépassé le temps de parole, donc on va vous laisser aller, je vais dire déjeuner, pas tout de suite, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. J'ai appris des choses. J'espère que vous avez apprécié comme on disait, ce jam sur l'immobilier. Et voilà, je vous invite venez nous voir si vous avez encore des questions. Et je vous souhaite une excellente continuation au MIPIM aujourd'hui. Merci. Merci.